Donc, on enchaîne sur les caractéristiques des semi-conducteurs. Pour qu'un matériau soit considéré comme semi-conducteur, il faudrait qu'il ait d'abord une faible énergie de gap. C'est ce qu'on remarque ici pour le silicium et le germanium. Ainsi que pour le diamant, même si c'est une énergie de gap limite. Deuxième caractéristique qui fait qu'un matériau est semi-conducteur, il faudrait qu'il soit sous structure cristalline. Donc justement, pour atteindre une stabilité, les semi-conducteurs, principalement ceux de la colonne 4, ils prennent des liaisons cristallines de covalence avec les atomes voisines, et ceci fait qu'on a une grande stabilité du cristal, alors que sur le cristal du silicium, du germanium, c'est un cristal qui est très stable. Alors ici, chaque atome avec les 4 atomes voisins, il lie une liaison. Donc ici, attention, c'est une vue plane, ce n'est pas la réalité, mais c'est une vue simplifiée de la réalité. Chaque atome de silicium ou de germanium lie avec ses 4 voisins des liaisons de covalence en mettant en covalence ces 4 électrons, et il atteint une stabilité en ayant donc 4 de ces électrons plus les 4 autres électrons, ça lui fait 8. Bien, donc ceci dit, cette vue-là, comme il est ici, on a l'impression que tous les électrons du semi-conducteur sont liés, parce qu'on a dit que chaque atome qui a 4 éléments dans sa bande de valence va les mettre en liaison de covalence. Donc il n'y a pas d'électron a priori qui est libre. Alors ceci n'est vrai qu'à 0 degré Kelvin. Donc justement, grâce à cette énergie de gap qui est faible, à 0 degré Kelvin, on a la stabilité, mais il suffit de dépasser le zéro absolu, le 0 Kelvin qui est le 273 degrés Celsius, le moins 273, il suffit de le dépasser un petit peu. Donc, et on commence à parler d'agitation thermique, même s'il fait très froid à moins 273, mais on parle déjà d'agitation thermique. Et cette petite agitation thermique permet de libérer des électrons, justement parce que l'énergie de gap est faible. Donc, en libérant des électrons, on a un électron ici qui se trouve libre. Il est quelque part dans le silicium, dans le semi-conducteur. Et lorsque l'électron est libéré, il laisse derrière lui automatiquement une place vide. Il y a quelque part ici un manque d'électrons. Donc, c'est l'électron est l'équivalent d'une charge négative. Alors, son manque est l'équivalent d'une charge positive. Alors, ce manque d'électrons ici, on va l'appeler un trou. Donc, il y a toute une théorie de trou et toute une étude scientifique qui modélise le trou et qui calcule ses paramètres. Mais sans rentrer dans ces détails, on considérera que le trou, c'est un manque d'électrons. C'est la façon la plus simple de définir le trou. Alors, il faut faire attention parce qu'on gardera toujours la neutralité électrique. C'est normal, un semi-conducteur ne peut pas être chargé, rien qu'en le chauffant. Chauffer un semi-conducteur ne veut pas dire le rendre conducteur. Le rendre chargé plutôt, c'est pas conducteur. Ça ne veut pas dire le rendre chargé. Donc, il y a toujours une neutralité. Et d'ailleurs, pour chaque électron, on a un trou. Pour chaque charge négative, on a une charge positive. Et donc, la neutralité restera toujours vraie. Maintenant, en ce qui concerne les comportements des semi-conducteurs, donc déjà, en termes de température, il suffit de dépasser le 0 degré Kelvin pour avoir des électrons et des trous. Maintenant, en ce qui concerne l'effet du champ électrique, c'est-à-dire la conductivité. Lorsqu'on impose une différence de potentiel, lorsqu'on impose un champ électrique, qu'est-ce qui se passe dans un semi-conducteur? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on aura deux courants. On aura un courant, comme celui qu'on a toujours connu, qui est dû au déplacement des électrons libres. Alors, c'est ce qu'on représente ici par ces deux flèches. Il y aura cet électron libre, qui se trouve ici, qui va se déplacer dans le sens opposé du champ. C'est normal parce qu'il a une charge négative. Cet électron libre fera de même, il se déplacera dans cette direction, dans la direction opposée du champ électrique. Et donc, on aura un courant. Le déplacement des électrons, c'est un courant électrique. Mais dans le cas des semi-conducteurs, on aura un deuxième phénomène.
Ce phénomène, c'est quoi? C'est que cet électron de cette liaison de covalence ici va bouger et se déplacer pour venir occuper ce trou qui se trouve ici. Alors, pourquoi? Parce que cet électron, sous l'effet du champ, va bouger dans le sens opposé du champ, il va bouger dans cette direction. En bougeant ici, il va occuper ce trou, et donc, on n'aura plus de trou ici. Mais en même temps, on aura un trou ici. Ça veut dire que le trou s'est déplacé dans la même direction du champ. C'est-à-dire qu'on a disparition du trou ici et apparition du trou ici. Alors, l'idée qui vient directement à la tête, pourquoi ce sont deux déplacements d'électrons, et on va parler de déplacement d'électrons et déplacement du trou. Alors, tout simplement parce que ces deux mouvements ne sont pas similaires. Alors, la différence est que cet électron et cet électron sont dans la bande de conduction. Ils sont libres de toute attraction atomique. Ils vont pouvoir se déplacer comme bon leur semble. Et bien sûr, sous l'effet d'un champ, ils vont se déplacer à gauche. Maintenant, pour cet électron ici, il est dans la bande de valence. Il n'a pas encore échappé à l'attraction atomique. Donc, il est lié à l'atome. Et il est lié de toute façon au cristal. Maintenant, pour pouvoir aller occuper ce trou, il doit faire deux opérations. Il doit d'abord acquérir de l'énergie et passer de la bande de conduction, de la bande de valence à la bande de conduction, devenir libre, puis perdre cette énergie et redevenir lié et revenir à la bande de valence. Donc, le déplacement de cet électron est accompagné d'un mouvement énergétique, mouvement dans le plan énergétique. C'est-à-dire que cet électron va changer de niveau d'énergie, puis le changer une deuxième fois. Alors que cet électron va bouger sans changer de niveau énergétique. Il ne s'agit pas du même déplacement. Donc, il s'agit d'un déplacement d'électrons dans la bande de valence. On dit que cet électron se déplace dans la bande de valence. En réalité, il va passer dans la bande de conduction, puis revenir dans la bande de valence. Mais puisque le bilan énergétique est nul, il va acquérir EG et libérer EG. Donc, c'est comme si ce déplacement énergétique n'a pas eu lieu. Donc, du point de vue énergétique, c'est retour au niveau initial. Par contre, cet électron, il se déplace, on dit qu'il se déplace dans la bande de conduction. Donc, on a deux mouvements d'électrons, mais qui sont distincts. Alors, on ne va pas continuer à dire déplacement des électrons dans la bande de conduction et déplacement des électrons dans la bande de valence. On va dire déplacement des électrons libres et déplacement des trous. Donc, au lieu d'étudier le déplacement de cet électron, on va étudier le déplacement du trou comme étant un élément de charge positif qui s'est déplacé dans la même direction du champ. Donc, on dit qu'un semi-conducteur qui subit un champ électrique, il voit passer deux courants. Le courant des électrons, c'est-à-dire le déplacement des électrons libres dans le sens opposé du champ, et le déplacement des trous dans le même sens du champ. Attention, ces deux courants s'additionnent. Ils sont dans le même sens. Pourquoi? Parce que déplacement d'une charge négative dans ce sens veut dire un courant dans ce sens. Et puis, déplacement de la charge positive dans ce sens veut dire courant dans ce sens. Donc, ce sont deux courants qui sont dans le même sens et donc qui s'additionnent. Donc, c'est pour ça qu'on va étudier les deux courants et on va dire que le courant total va être la somme des deux courants. Donc, les deux courants ne s'annulent pas, ils s'additionnent. Donc, en termes de conductivité, on peut voir, si on trace la courbe de la conductivité du semi-conducteur en fonction de la température. Attention, ici on a tracé la température dans le sens décroissant. Donc, les plus hautes températures sont à gauche. En fait, la vraie courbe, c'est
la conductivité en fonction de l'inverse de la température, c'est un 10 puissance 3 sur T. Donc, on remarque que lorsque la température augmente, alors la température augmente lorsque le 1 sur T diminue, on a la conductivité qui augmente. Donc ici, on revient à la première remarque qu'on avait énoncée dans ce cours, celle de Michel Faraday, qui dit que il avait remarqué que certains métaux augmentaient leur pouvoir de conduire lorsqu'on les chauffe. Donc, justement, il n'étudiait pas des métaux, il étudiait des semi-conducteurs. Donc, un semi-conducteur, plus on le chauffe, plus il aura d'électrons libres, et bien sûr, plus il aura de trous également. Et ces électrons libres et ces trous, c'est ce qu'on va appeler par la suite les porteurs de charge. Alors, quand on dira porteurs de charge, ça veut dire les électrons et les trous. Ces porteurs de charge vont être mobiles. Et quand les porteurs de charge sont mobiles, il s'agit de passage de courant électrique. Donc, pour les semi-conducteurs, plus on chauffe, plus il y a d'électrons et plus il y a de trous. Et donc, plus il y a de porteurs de charge, et donc, plus ça conduit mieux. Donc, en ce qui concerne un semi-conducteur de ce type, alors si on réfléchit bien, étant donné que cette conductivité ne sera pas égale à celle des métaux, il ne s'agit pas de bons conducteurs, il s'agit de conducteurs très moyens. Donc finalement, à quoi ils servent? Ils ne vont pas servir à faire de la conduction. On ne va pas utiliser des semi-conducteurs pour conduire le courant. Pour cela, on utilise les métaux. Ce sont les bons conducteurs. On ne va pas s'amuser à utiliser des mauvais conducteurs pour transporter le courant électrique. Alors, pour un semi-conducteur intrinsèque, réellement, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Un semi-conducteur, tel qu'on l'a vu jusqu'à maintenant, effet de la température, plus d'électrons, plus de conductivité. Personnellement, la seule application que je vois à ça, c'est fabriquer un thermomètre. C'est-à-dire, je connais la valeur de la conductivité, je peux mesurer, j'applique une tension, je connais le courant qui revient, je peux le mesurer, donc j'applique une tension, je mesure le courant, je peux en déduire la température. Parce que plus le courant sera important, plus la température sera haute, je peux en faire un tableau et avoir une fonction, et j'aboutis au résultat. Donc, à part en faire une température, les semi-conducteurs qui sont purs, c'est-à-dire qu'on appelle intrinsèques, ne servent à rien. Maintenant, pour pouvoir utiliser les semi-conducteurs, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter intentionnellement des atomes étrangères, ce qu'on va appeler des impuretés. On va ajouter des atomes qui ne sont pas les atomes du semi-conducteur. On va ajouter des choses différentes. Et ça va être fait de façon intentionnelle, c'est-à-dire de façon voulue. Et ça, on va le faire pour entraîner des modifications dans cette conductivité, dans les caractéristiques électriques de ce semi-conducteur. Alors, cette opération d'introduire intentionnellement des atomes étrangères, on va l'appeler le dopage. C'est ce qu'on appelle le dopage. Et le semi-conducteur, dans ce cas, sera extrinsèque. Donc, le semi-conducteur intrinsèque, c'est le semi-conducteur pur, fait juste d'atomes de silicium ou juste d'atomes de germanium ou en tout cas juste d'atomes semi-conductrices. En ce qui concerne le semi-conducteur extrinsèque, c'est un semi-conducteur qui est dopé. Bien, alors, il y a deux types de dopage. Il y a ce qu'on appelle le dopage N. C'est ce qui consiste à injecter des atomes de la colonne 5, comme le phosphore ou l'arsenic. Et il y a le dopage P, qui consiste à injecter des atomes accepteurs, c'est-à-dire des atomes de la colonne 3, comme le bore ou l'aluminium. Ou l'indium. Donc ici, par exemple, on ajoute l'indium. Ou bien ici, par exemple, on ajoute le phosphore. Alors, si on ajoute du phosphore au silicium, qu'est-ce qui se passe? On ne va pas ajouter
des quantités égales. On ne va pas mettre autant de silicium que de phosphore. On va mettre une petite quantité de phosphore. Et qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on va avoir le refroidissement, donc là je parle de l'industrie, lorsqu'on va fabriquer ce semi-conducteur et on va refroidir, il y aura la formation du cristal, il y a des atomes de phosphore qui vont être piégés entre des atomes de silicium. Donc, puisqu'ils sont piégés, ils n'auront de choix que de former cette liaison covalente. Donc, il y a tout autour la formation du cristal et un atome qui se trouve piégé au milieu. Il doit donc former cette liaison. Maintenant, le phosphore, il a 5 électrons dans sa bande de valence. C'est un élément de la couche 5. Alors, bien sûr, il utilisera 4 électrons pour former la liaison et on aura un électron qui reste libre. C'est pour ça qu'on appelle ça des atomes donneurs, parce qu'ils vont donner un électron. Alors, le même phénomène se passe lorsqu'on ajoute un atome de la colonne 3, c'est-à-dire un atome accepteur. Cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le même phénomène, l'indium sera piégé entre les atomes de silicium et il n'aura de choix que de former cette liaison cristalline. Et maintenant, il aura 3 électrons. Et ici, il y a le manque, il y a la place d'un électron qui n'a pas été comblé. S'il y avait un atome de silicium ici, il aurait mis un électron ici. Donc, il y a un manque d'électrons. On a injecté des trous. Donc, ici, on a injecté des électrons supplémentaires. Et ici, on a injecté des trous supplémentaires. Alors, j'insiste sur le fait qu'il y a toujours la neutralité. Il y a égalité entre les charges positives et les charges négatives. Pourquoi? Parce que lorsque ce phosphore va perdre cet électron, il restera l'ion de phosphore. Parce qu'on aura ici P+. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de ce noyau, il y a 5, il y a l'équivalent de cet électron en termes de protons. Donc, il y a une charge positive qui restera ici. Donc, ici, ce sera un ion. Donc, on aura P+, et un électron. Donc, si on prend l'ensemble des charges positives, c'est-à-dire les ions positifs plus les trous, et l'ensemble des charges négatives, les ions négatifs plus les électrons, on trouvera que la somme, elle est nulle. Et ceci est physiquement logique et attendu. Parce que un semi-conducteur, si on y injecte des atomes, il ne devrait pas être chargé, il devrait rester neutre. On ne peut pas charger un morceau de silicium, par exemple, en y injectant du phosphore. Ça devrait rester neutre et c'est quelque chose d'attendu. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de normal parce qu'on aura autant de phosphore ici, phosphore plus, que d'électrons, et de l'autre côté, on aura autant de trous que d'électrons. Donc, pour schématiser ça, alors je vais prendre le cas de dopage N et on peut déduire la même chose pour le dopage P. Alors, imaginons qu'on a des électrons qui sont dus à l'effet de la température et des trous qui sont dus à l'effet de la température. Alors, juste pour remarque, ce schéma n'est pas très réaliste. Il y a d'autres phénomènes qui apparaissent, mais je ne vais pas les discuter ici. Donc, mais c'est un schéma qui est très simple et qui permet de comprendre la notion. Donc, supposons que dans un semi-conducteur, sans dopage, donc il n'y aura pas tout ça sans dopage, donc il y aura des électrons qui vont être libérés par l'effet de la température et ils laisseront autant de trous par effet de température. Donc, lorsqu'on aura la température, il y aura ici 1000 électrons, il y aura 1000 trous. Il y aura 20 000 électrons, 20 000 trous. Donc, il y aura toujours la même quantité. Donc, ces deux cercles seront égaux. Maintenant, lorsqu'on rajoutera du dopage, ici je prends par exemple le cas du N avec du phosphore, j'aurai une quantité d'électrons dus au dopage, c'est-à-dire tous ces électrons qui vont être libérés par les phosphores, et j'aurai une quantité d'ions positifs, dus au dopage encore une fois. Donc, et ces deux cercles seront égaux. Bien, maintenant, si on revient à la neutralité, il y a autant de charges négatives, c'est-à-dire les électrons dus à l'effet de température et les électrons dus au dopage,
que de charges positives, c'est-à-dire les trous et les ions positifs. Donc, la somme de ces deux cercles, il est égal à la somme de ces deux cercles. C'est quelque chose de logique et de prévisible. Maintenant, quoi se sert ce dopage? Qu'est-ce qu'on a fait avec ce dopage? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déséquilibré les porteurs mobiles. Alors, l'astuce ici, c'est que les ions positifs, le P+, il est piégé. Il ne bouge pas. C'est un atome. On ne fait pas bouger un atome d'une structure cristalline en appliquant par exemple un champ électrique. Il est stable, il est immobile. Par contre, les charges qui sont mobiles sont les électrons et les trous. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déséquilibré les porteurs mobiles de charge. Ça, c'est un porteur de charge immobile. Donc, les porteurs de charge mobiles, on les a déséquilibrés parce qu'on a beaucoup plus d'électrons que de trous. Donc, lorsqu'on appliquera un champ, par exemple, on aura un grand courant qui sera véhiculé par les électrons et un petit courant qui sera véhiculé par les trous. Donc, pour le dopage P, c'est l'inverse, on aura beaucoup plus de trous que d'électrons. Parce qu'on aura de l'autre côté des ions négatifs. Donc, je rappelle et j'insiste, seuls les porteurs mobiles véhiculent le courant. Le P+, ici, ne véhiculera pas le courant. S'il y a un courant qui passe, pour lui, c'est quelque chose de transparent.